de Beaumont, c'est un tueur, un assassin, un sanguinaire. Puisque le roi de France, Louis XI, lui demande de tuer les Bretons. À l'époque, la Bretagne est indépendante et chacun de son côté, on joue sur cette frontière. Alors les Bretons qui veulent pousser leur territoire, eh bien, passent sous l'épée à Louis de Beaumont. Et entre le roi de France et Louis de Beaumont, eh bien, c'est le grand amour. Puisque de Beaumont décide d'installer à Compiègne cette forteresse, eh bien, il y a une raison. Puisque fut un temps, jadis, comme on dit dans les livres d'histoire, un très grand château était présent sous vos pieds, dans une partie des douves et une partie de la prairie. Et ici, cette ancienne forteresse qui a permis de construire celle-ci. On retrouve des pierres qui n'ont pas leur but initial à être installées dans un mur, comme celle-ci par exemple, ou une autre qui a été taillée bien avant 1450. Et donc cette couleur rouge, c'est le fer qui ressort. Ici, on y met une roche sédimentaire. Alors c'est en fait tous les sédiments qui sont dans l'eau, ils tombent au fond de la mer et forment ces énormes roches. Et à la base du château, eh bien on y met du schiste. Sachez que le schiste est très présent dans le sous-sol vendéen, ce qui permet en fait d'avoir des carrières toutes proches et de limiter le transport, puisqu'à l'époque c'est un souci de transport. Bois, on y met les artisans, les ouvriers, mais aussi malheureusement les paysans. Les paysans n'ont aucune valeur et après leur dur travail à la ferme, ils viennent travailler au château pour certains, puisque dans la grande majorité des cas, les paysans viennent toute la journée. Alors, ces pauvres gens, ils passent 25 ans à le construire, cette forteresse. Vous imaginez l'accumulation des deux activités, ces personnes sont usées, sont éreintées et meurent bien avant. Alors, pour monter les plus grosses pierres de château en hauteur, on utilise une cage à écureuil. Et du haut de la tour jusqu'à la mi-base, c'est une ligne parfaite, même après 500 ans de construction. Et à la base, eh bien, une légère inclinaison, puisque le château avait les pieds dans l'eau pour faire fonctionner les latrines, et on ne pouvait pas se permettre d'avoir une petite base avec le courant de l'eau en permanence. Alors à l'époque, cette porte n'existait pas, vous auriez traversé un mur et atterri dans une pièce très sombre, sans lumière, et au-dessus de votre tête, un plancher, et ce plancher, il reposait sur ces corbeaux, sur toutes ces pierres autour de vous. Énorme pont-levis qui vient se coucher dans les douves. Ce pont-levis, il était déplié, puis rabattu sur la paroi du château avec des chaînes. Ici, dans un sas, dans une petite pièce pour accueillir l'ennemi, alors bien sûr, pas avec des fleurs, avec des armes, avec des flèches. Et bien souvent, quand l'ennemi commence à rentrer ici, c'est très mauvais signe. Et le château, dans la majorité des cas, passe dans le camp d'adversaire. Compiègne n'a jamais eu un très grand territoire. Compiègne possédait à l'époque Chaland, Saint-Christophe du Ligneron, Maché, Le Perrier, Saint-Paul-Moutet. Alors quand on a un petit territoire, eh bien, on n'a pas beaucoup d'adversaires. Et à Compiègne, on le sait et on en joue. Alors, on installe cette sortie d'eau, cette gouttière. Derrière vous, devant vous, le logis seigneurial, les appartements privés de Louis de Beaumont. En carré, c'est la salle de réception, avec, imaginez, de très jolis buffets, une très grande table, et puis à l'étage, le lit et la cheminée de Louis de Beaumont. Au Moyen-Âge, avoir un escalier, eh bien c'est un luxe. Alors le luxe va avec le luxe. Et il est collé au pavillon et devant vous, c'est le seul escalier que vous pourrez voir aujourd'hui, puisque les autres sont entièrement détruits. Comment est-elle cette fenêtre? Elle est très grande. Et c'est suicidaire d'installer ce type de fenêtre-là au Moyen-Âge, possiblement recevoir une flèche dans le crâne. C'est pendant la Renaissance, les seigneurs de Compiègne vont agrandir les fameuses meurtrières et vont laisser rentrer la lumière. Devant vous, vous pourrez apercevoir toujours ces latrines. Alors, on y accédait avec un plancher en bois. Les latrines ne sont pas toutes au rez-de-chaussée. Elles organisent la tour pour éviter de descendre les marches. Alors, les déjections tombent dans la tour et c'est un cours d'eau en permanence qui vient nettoyer cette fosse intérieure. Alors, à l'époque, il y a deux manières de construire des latrines. Soit ce système de fosse à Compiègne, autrement c'est une petite pièce qui sort de la tour,
les gens ont les fesses dans le vide et ça tombe directement dans les coups. Vous êtes dans une tour défensive avec à hauteur de vos hanches les fameuses meurtrières qui ont elles été aussi agrandies pendant la Renaissance pour faire profiter de la lumière. Là, nous sommes dans une cuisine, il faut être pratique, alors on évacue l'eau souillée par cette sortie d'eau, cette gouttière que l'on voit de l'extérieur. Donc en fait les femmes malheureusement elles restent au château, elles ont besoin de se divertir, alors elles cousent sur ces sièges à côté de la lumière. Paroi du mur, imaginez une énorme cheminée avec la colonne de droite et la colonne de gauche. Derrière cette cheminée il y avait un accès, alors on rentrait par cette porte et on arrivait dans une salle de préparation. C'est ici qu'on trouve le plus beau détail de la Renaissance, c'est cette accolade. Et c'est le dernier haut de porte de ce château, puisque les autres sont dans les maisons de comiquiers. Le château a été pillé, servi de carrière. Vous êtes ici, vous ne voyez pas grand-chose. Eh bien c'est fait exprès, puisque devant moi, c'est un angle très prononcé d'une meurtrière, et au bout c'est une très grande histoire. Et nous arrivons en 1622. Louis XIII est au pouvoir, c'est un roi de France très riche, très puissant. Il tient le pays très fermement, mais son ministre fait beaucoup mieux que lui, le cardinal de Richelieu. Et quand cet homme d'église arrive au pouvoir, eh bien il se fixe une mission de détruire l'ensemble des châteaux du Moyen-Âge qui ne permettent pas de renforcer, de sécuriser le royaume de France, puisqu'ils offrent un gîte à l'ennemi, les protestants. Richelieu s'attaque en premier à la Vendée. Il connaît parfaitement ce département, puisqu'il a été évêque de Luçon, cette petite ville du sud Vendée, où d'ailleurs il dira que c'est le patelin le plus crotté de France. Voilà, vous allez voir ce caractère. Et donc justement, à cette côte atlantique, cette façade atlantique que possède la Vendée, eh bien, elle pose problème. Puisque les protestants, eh bien, c'est un atout pour eux. Ils arrivent par centaines de bateaux. Alors Richelieu, avant de réformer la France, il réforme la Vendée. Puisqu'en 1628, la stratégie de Richelieu, elle avance, elle progresse. On détruit plus de 200 châteaux. Et en 1628, eh bien, Compiègne, c'est terminé. Compiègne est canonné et dynamité. La destruction, elle a été réfléchie. On se pose la question, pourquoi est-ce que les canons n'ont pas été dirigés à la base des tours et le château se serait effondré en entier? Eh bien, pour deux raisons. La première, elle est économique. Vous voyez qu'en ne mettant pas forcément beaucoup d'argent, la végétation reprend le dessus facilement. En enlevant les toitures, l'eau s'infiltre et cause la chute des pierres. Alors pas besoin de dépenser plus pour rendre ce château inhabitable. Elle voit une anse d'un pichet, elle tire dessus et 5000 pièces d'argent tombent à ses pieds.